passer son temps non plus, dès que quelqu'un veut faire un pas vers l'autre et ouvrir la porte, dire « Ah, il a trahi ». Ça voudrait dire que plus personne ne peut travailler en France. Et je pense que vous avez tort sur le message des Français. Les Français ne veulent pas la démission du président de la République. Ils l'ont élu en 2022. Ça vous a échappé aussi peut-être. Mais rappelez-vous, en 2022, il a été élu comment en 2022? Ah oui, il a été élu il aurait comment en été élu 2022? Non mais il a été. Il n'a pas fait de campagne. Il a été élu. Oui, mais pas pareil. Mais les Français il y avait ont voté. l'Ukraine, donc on ne pouvait pas parler d'autre chose. 2, c'était lui ou le fascisme. C'est de sa faute aussi l'Ukraine. Avec une campagne. Non mais alors l'Ukraine, c'est alors on va dire aussi que c'est lui qui a choisi le moment politique. J'ai pas dit ça, mais la guerre en Ukraine n'empêchait pas d'avoir un débat politique sur la politique européenne. Sabrina Agnesti-Roubache, quand vous discutez quand même avec bon nombre de citoyens français, tout le monde est là, les gens sont paumés. Franchement, ils comprennent plus. Et ils se disent attendez, on nous a fait voter au mois de juin pour les européennes, on a envoyé un signal politique. Derrière, on dit vous envoyez un signal politique. On nous refait voter en nous disant attention, alto-fascisme, tout en nous disant que ces gens-là, c'est quand même comment et clarifier. Voilà, et clarifier la situation. Et quand on vote, on dit attention, il faut faire barrage au fascisme, et on se retire pour une famille politique dont on avait dit pique-pendre aussi, la France insoumise. Et puis ensuite, quand on a des familles politiques qui se mettent en place et qui disent voilà, on va vous proposer quelqu'un, bah finalement on dit non, c'est la trêve politique, rendez-vous à la rentrée. Reconnaissez qu'il y a quand même de quoi un peu de quoi énerver les Français et leur dire on se fout un peu de notre alors je vais vous dire, il l'aurait fait. Alors je vais vous dire, parce que vous êtes dehors comme moi, vous voyez des gens tous les jours, vous faites vos courses, on fait notre vie, on a des amis, on a de la famille. Bon, il l'aurait fait. On aurait dit exactement le contraire, on l'aurait attaqué en disant il a nommé un tel, le NFP n'est pas légitime, il aurait nommé un LR, on dit oh là là mon Dieu quelle horreur, il a nommé quelqu'un de droite. Sauf que là on voit pas où ça va aller quoi. Je vais vous dire moi ce que je crois. On voit pas où ça va aller quoi. Ça va aller que pour l'instant, nos institutions sont solides. Nos institutions sont solides. Si on a besoin d'un vous avez l'impression que les JO se passent mal, les policiers sont à leur poste et à leur office. Non mais ce que je veux dire c'est que on vit le plus grand événement du siècle. On touche du bois, ça se passe magnifiquement bien. Nos policiers n'ont pas pris de vacances et n'en prendront pas cette année et ils tiennent leur rang et on peut au moins se permettre dans cette émission de les remercier, de les féliciter et de leur dire toute la gratitude qu'on doit avoir envers eux. De l'autre côté, les institutions, non mais pas que les cheminots. Non mais je l'ai dit, c'était hier. Quand il y a eu ces actes de sabotage, j'ai dit quoi des cheminots? J'ai dit mais vous savez quoi? Ils travaillent 24 heures sur 24 et ils ont fait en sorte de rétablir le réseau. Quand il faut remercier nos fonctionnaires, il faut le faire, il ne faut jamais hésiter à le faire. Et de l'autre côté, on a quand même des institutions qui tiennent. Et que si un gouvernement démissionnaire, comme on le fait, est capable, et on le voit, on est tout à fait capable de tenir la baraque, on va le dire comme ça, pendant les semaines où le président de la République nous a demandé, et quand il a dit je reviens mi-août et je prendrai mes décisions. Il a raison, je crois, de prendre un peu de temps pour réfléchir. Dans 15 jours, on sait. C'est lui qui l'a dit. Alors, j'ai une question directe à vous poser, puisque vous répondez franchement. Est-ce que vous pourriez être ministre ou continuer d'un Xavier Bertrand? Quoi, sur le plan idéologique avec la chef du gouvernement. Mais moi, la question est directe. Xavier Bertrand à Matignon, est-ce que ça vous va? Non, mais moi, ça me va. Moi, ça me va. Non, moi, ça me va. Moi, j'ai pas de. La Macronie essaie de le faire venir. D'accord. Non, moi, si vous voulez, sur le plan idéologique et politique, évidemment que ça me va. Maintenant, je ne sais pas. Lucie Castet, ça vous va pas? Lucie Castet, encore une fois, je ne la connais pas. Non, mais est-ce que, au regard de ce qu'elle représente, ça vous va ou pas? Alors, Barbara a répondu. Non, mais allez-y, si vous. Moi, j'avais été claire et j'ai toujours été claire. J'en veux beaucoup à LFI sur un sujet. Je l'avais dit et je n'ai pas changé d'avis. Vous me connaissez, je suis très cash. Quand je dis aux jeunes des quartiers prioritaires, aux jeunes des quartiers populaires, qu'ils utilisent comme de la chair à voter. Je l'ai dit pendant la campagne, je l'avais écrit et je le redis là à votre antenne. Aujourd'hui, ils ont choisi comme cause Gaza, qui est une cause, on oublie de le dire souvent, c'est pas parce que vous avez sorti un drapeau dans un hémicycle que vous êtes un grand combattant de la Palestine. Ça, c'est faire de la politique. Parce qu'en attendant, qui va aider? Qui fait des convois humanitaires? Qui fait? Le président de la République, quand il envoie le Dixmude, qu'il aide et qu'il dit il faut absolument que maintenant, les bombardements sur Gaza... Si on veut parler de fond, et que quand j'explique aussi, je dis, vous avez des choses simples. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un grand moudjahid de l'islam, hein. C'est un planqué richissime des beaux quartiers de Paris qui se sert pour l'instant de cet électorat parce que ça paye. Demain, quand ça paiera moins, il changera de crèmerie, comme il a fait. Ils le font tous.
Ils le font tous. Avec ce grand écart-là, Bruno. Bruno, non, vraiment. Moi, ils le font tous avec ça. Je vais vous dire une chose. Utiliser cette cause-là pour gagner des élections, regardez, ça a marché pour eux. Mais sauf que maintenant, quand vous grattez un petit peu le fond, ils font quoi ? Ils font quoi pour justement apporter des solutions de paix? Parce que moi, ce qui m'importe... Il faut monter l'antisémitisme en France. Il faut monter grâce à eux, ça a augmenté 1000%. Et pourquoi je leur en veux? Parce que dans les quartiers, il y a vraiment des gens qui y croient et qui pensent qu'ils ont été compris, alors qu'en réalité, ils ont été trompés. Mais encore une fois, le peuple est souverain et les votes sont souverains. Chacun vote, c'est le principe de notre démocratie. Ils votent pour qui ils veulent et comme ils veulent. Et quand donc pour revenir à votre question du départ, avec Xavier Bertrand, vous y allez. Non, mais tout ce qui se rapproche de près ou de loin de LFI, moi je ne participe pas, je ne peux pas travailler. Et je l'ai vu parce qu'en étant élu en 2022, j'avais essayé de travailler avec certains LFI. J'avais essayé, parce qu'il y en a qui sont vraiment très sympas, très intelligents, avec qui tu peux discuter. Sauf que le groupe l'emporte tout le temps. Et quand vous voyez Clémentine Autain, regardez ce qui s'est passé avec Garrido, Corbière, Autain. Purgé, hop. Purgé. Donc, comment vous dire, tout ce qui peut se rapprocher de près ou de loin de cette manière de fonctionner, très mélanchoniste, très dogmatique, très sectaire, très fermé. Ça peut pas marcher. C'est non, et c'est non avenu. Et surtout, je vais vous dire, je ne me suis pas battue toute ma vie. Je suis née dans un quartier à Marseille, l'un des plus pauvres. Moi, je ne me suis pas battue pour que des gens comme Jean-Luc Mélenchon viennent me dire à moi ce que je dois faire, qui je dois être et comment je dois voter. Et je n'ai jamais attendu, ni une main tendue, ni rien. Je dis toujours aux jeunes des quartiers, aide-toi. Et voilà, il faut travailler. Et ne soyez pas dépendants. Qui est de leur dire d'aller prendre la mairie par la force. Une question, puisque vous traitez les affaires courantes. Oui. Effectivement, il y a des choses qui ont été enclenchées depuis plusieurs années. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Vous savez que je suis très investi dans l'associatif. Le comité interministériel de prévention de la délinquance, la radicalisation, c'est quelque chose qui est formidable à mon sens. Le CIPDR, qui est sous la tutelle de votre ministre Gérald Darmanin et que vous occupez. Vous l'avez transformé. Est-ce qu'il va être beaucoup plus efficace maintenant sur le terrain? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quelque chose de très concret, le CIPDR. Donc, c'est justement, on a eu, suite à l'affaire du fonds Marianne, on a eu une inspection, donc l'IGA, vous le savez, il y a eu aussi des commissions d'enquête, notamment sénatoriales. Donc, nous, on a fait des choses simples avec le ministre de l'Intérieur et j'ai soumis à sa signature une réforme totale du CIPDR en disant... On reprend le rapport de l'IGA, on le calque, on le pose. Moi, dans ce que j'aurais envie de faire et dans ce que j'ai demandé, c'est qu'on ne nomme plus le secrétaire général, mais qu'il soit plutôt qu'il y ait un jury et qu'il y ait des candidatures de déposer, qu'il y ait un jury pour décider qui peut diriger. Ben oui, si vous voulez éviter justement ou des nominations politiques et justement avoir une espèce d'indépendance, une espèce d'autonomie et une espèce de clarté, de transparence, voilà ce que j'ai fait. Donc, sur le CIPDR, c'était déjà dans les tuyaux, je l'avais mis à la signature et j'espère que d'ici septembre, ce sera effectif. Justement, il peut y avoir davantage de liens tissés avec l'éducation nationale parce que nous avons aussi dans certains établissements sur des les problèmes avec des élèves radicalisés. Le CIPDR travaille dessus, sur le phénomène de radicalisation. Et si vous voulez parler par exemple des cités éducatives, les cités éducatives, c'est uniquement financé quasi par les politiques de la ville. C'est quoi une cité éducative? C'est un grand rassemblement de la communauté éducative, des parents d'élèves, des associations, des élus qu'on finance. Cette année, j'avais déployé en plus des 73 millions déjà sur celles qui existent, donc on a à peu près 200 cités éducatives, 29 millions d'euros fléchés pour en créer de nouvelles, à la demande du président de la République. Donc, j'entends bien, mais nous, en tant qu'enseignants, si j'ai un élève radicalisé dans ma classe, je ne suis pas au courant. Alors, ça fait partie des réformes du CIPDR. Vous savez, on a eu 2 enseignants assassinés par des djihadistes, donc on est un peu en ligne de front aussi. Je le sais comme vous. Et sur la radicalisation des jeunes, vous savez très bien qu'il y a on est obligé de protéger les mineurs. Et il y a des infos qu'on ne peut pas donner à des élus locaux, alors que moi, dans mon grand Beauvau de la prévention de la délinquance, ce sujet est arrivé tout de suite sur le tapis. On a tenu à peu près 31, je crois, conseils nationaux de la refondation. Premier sujet qui est arrivé, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on fait quand un mineur est radicalisé, que la communauté éducative le sait? Pourquoi est-ce que l'élu ne peut pas le savoir? Et donc, dans les annonces que j'allais faire, que je n'ai pas pu faire, puisque mon Beauvau n'a pas pu se tenir, c'était de dire il faut tenir au courant, justement dans les CLSPD, les élus locaux. Et si les élus locaux, la communauté éducative, la justice et l'intérieur travaillent ensemble, et bien sûr les parents, parce qu'il faut remettre les parents au centre du jeu, rappelez-vous, je l'ai dit 10 fois, là, on peut espérer quelque chose. Mais le sujet que vous soulevez était dans la prévention de la délinquance dans mon grand Beauvau. Dites-moi, à Marseille, on
on met des stickers pour cacher le logo Paris 2024 alors parce qu'on veut pas... Je crois que c'est l'adjointe aux grands événements non qui avait dit de manière très idiote nous à Marseille au Vélodrome on ne peut pas mettre Paris 2024. Vous imaginez le degré mais le degré d'ineptie de ces élus ou bombé là où il y a marqué non mais vous imaginez le degré de bêtise de ces élus, donc une élue qui s'occupe des grands événements, qui a dit vous comprenez on ne peut pas mettre Paris 2024 dans le stade Vélodrome. Et là d'un coup tu te dis bah oui mais en fait elle a été élue donc c'est pas non mais moi je suis tombée de ma chaise non il faut pas. C'est une réalité, ça se passe, on l'a vu, il y a les photos des stickers qui recouvrent Paris 2024. Moi je l'ai vu et moi mes amis, ma famille, mes amis à Marseille m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit écoutez il faut aller demander à la mairie de Marseille ce qui se passe. C'est quand même dingue parce que quand j'étais à Madrid vous avez une boutique du FC Barcelone en plein milieu. Mais bien sûr. Parce que là c'est juste ça en fait, c'est juste l'histoire Marseille PSG, enfin voilà. Mais c'est d'une bêtise. Non mais le pire c'est que ça donne une image des Marseillais qui n'est pas celle de ses élus. Vous voyez la dichotomie entre les deux. Merci Sabrina Agresti-Roubache. Et n'oubliez pas, on a toujours les élus qu'on mérite. Merci ça, c'est bien, d'être venu voir les GG, les grandes gueules. Demain, on se retrouve. C'est bien, mais ça peut se retourner. C'est vrai. Demain, on se retrouve entre 9h et midi. D'ici là, passez une bonne journée, bien sûr, entre 9h et midi en direct sur RMC Story. Et n'oubliez pas, vous avez l'appli RMC et les podcasts avec les petites indiscrétions qui sont enregistrées pendant la pub. Bonne journée, à demain 9h. Merci à tous. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.